la sarabande d'Handel qui ouvre le film annonce le thème de la fatalité. Voilà au fond le sujet de Barry Lyndon, qui est un film d'une tristesse infinie, d'une mélancolie presque insoutenable et qui pourtant recèle une grande humanité. Stanley Kubrick n'a pas pu réaliser son grand projet sur Napoléon, malgré un travail titanesque sur le sujet, et s'est rabattu sur un roman moins connu de William Thackeray, auteur du XIXe siècle, qui a écrit La Foire aux vanités et Le Livre des snobs. Tout est dissimulation dans ce film, leurre et faux-semblant à l'égal du titre. Barry Lyndon ne sera jamais Barry Lyndon. La première partie, intitulée Comment Redmond Barry acquit le titre de Barry Lyndon, est ironique. Il n'aura jamais le titre tant convoité. Il ne restera que Redmond Barry, l'aventure malchanceuse d'un parvenu et d'un vaniteux. Barry Lyndon est un grand film sur la vanité, thème majeur à cette époque comme dans les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. Madame de Merteuil écrit dans une lettre à Valmont « Où nous conduit pourtant la vanité ? Le sage a bien raison quand il dit qu'elle est l'ennemi du bonheur. » Ce thème est repris dans l'Ecclésiaste avec son célèbre « Vanité ». Des vanités, tout est vanité. Barry Lyndon est un homme mécanique qui obéit à ses pulsions premières sans réflexion. Ce que pourrait résumer cette phrase « Si vous voulez punir les hommes, donnez-leur ce qu'ils désirent. » Gentlemen, cock your pistols. Gentlemen. Si Kubrick commence par un duel où le père de Barry va trouver la mort, ce n'est pas par hasard, puisque celui-ci est inscrit dans la société de l'époque, représentatif de cet oxymore kubrickien entre rationalité et violence, ou violence rationalisée, qui sert de canevas entre classes sociales dominantes et inférieures. Ce thème débouchera à la toute fin dans le billet que signe Lady Lyndon à son ex-mari. La date indique celle de 1789, date de la Révolution française qui voit l'abolition des privilèges et la mort de l'aristocratie. Ce duel sert aussi de tissage dans l'imaginaire du jeune Barry, dans sa constante rivalité mimétique avec le monde, et qui va trouver deux points clés, le duel avec John Quint au début et celui avec son beau-fils, Lord Bullingdon, à la fin, qui sanctionne sa chute. Rivalité mimétique qui nous concerne tous dans la vie, la quête de territoire, territoire sexuel, territoire politique, territoire économique, territoire symbolique, à l'égal des singes au début de 2001, l'Odyssée de l'espace. Rien n'a changé. Kubrick prend prétexte d'une telle histoire pour tracer un portrait en dernier ressort de la condition humaine à toutes les époques dans sa constante rivalité. Il y a la classe dominante et la classe inférieure. Toutes les deux ne sont que des doubles. La première domine et écrase la seconde, qui veut alors en découdre et prendre la place, en croyant illusoirement mettre fin à toute domination. Seuls quelques privilégiés en profiteront et non le plus grand nombre. L'histoire ne se passe pas avec la cohérence et le récit arrangé qu'on lui donne. Ce n'est qu'un immense théâtre et une étrange simulation où chacun des personnages s'est trompé de costume et joue un rôle à son insu, en ne prenant pas la réalité pour ce qu'elle est. Tristes figurants maladroits qui pensent aboutir à une victoire alors que celle-ci ne sonne que leur défaite en définitive. Voilà le moteur de l'histoire pour Kubrick et dans le fait que toutes les révolutions ont échoué. Ce qui apparaît dans ce film le plus explicite du cinéaste est la complète méprise entre le plan de la réalité et le plan des illusions, entre ce que les personnages cachent et leur véritable volonté masquée derrière leur devanture. Faux semblants, travestissement, masques, jeux de dupes, jeux de rôle et jeux de doubles incessants et constants comme nous allons le voir.
Cette méprise à tous les niveaux infléchit les personnages dans leur tragique destinée. Après le film d'anticipation, Orange Mécanique, Stanley Kubrick change de registre. Mais en fait, il n'en change pas. Autant Orange Mécanique était costumé, autant Barry Lyndon est, comme on dit, un film d'époque. Une autre sorte de civilisation théâtralisée et ritualisée. Les personnages sont sans cesse en représentation, grimés, costumés, fardés, poudrés, comme s'ils jouaient sur une scène qui est la réalité. Barry's mother, after her husband's death, Barry Lyndon est affublé d'une voix off, voix d'un narrateur extradiégétique qui établit une relation particulière puisque tantôt elle décrit simplement l'action et tantôt elle se moque, intervenant par son commentaire en contrepoint sur ce qui se passe visuellement. Mode permettant de distancier l'action du film tout en établissant un dialogue ironique avec elle, entre ce que l'image suppose mais que le commentaire détruit au passage. Redmond Barry n'est pas envisagé par Kubrick comme un individu foncièrement mauvais, mais peu sûr de lui, sous la coupe de sa mère, plongé dans le brouillard de l'inexpérience. Un jeune homme commun, semblable à nous dans la vie de tous les jours, un être touchant et violent, un émotif et un cynique. Cette dualité est évoquée non seulement à travers ses travestissements ultérieurs, mais fonctionne comme moteur de l'esprit humain même, prompte à déguiser sa pensée et ses sentiments. Quand sa cousine, Nora Brady, lui demande de chercher son ruban qu'elle a caché dans sa poitrine, Redmond lui répond qu'il ne le trouve pas. Pourtant, sa demande était fort claire. If you find it, you can have it. You are free to look for it anywhere you will. And I will think very little of you if you do not find it. Nora Brady est une coquette. Et Redmond Barry aurait dû se demander quel était l'intérêt de s'enticher d'une telle femme qui allait le faire tourner en bourrique. I cannot find it. You haven't looked properly. I cannot find it. I'll give you a hint. I feel the ribbon. Why are you trembling? At the pleasure of finding the ribbon. You're a liar. Redmond Barry ne supporte pas d'être humilié par une banalité, par une toute petite chose. Ce trait de caractère va oblitérer tout son destin pour le mener à sa chute. La question est comment un tel homme, si timide, va-t-il devenir un personnage odieux et bouffi de vanité?
cette époque, le Royaume-Uni, menacé d'une invasion par les Français, levait des régiments pour résister aux envahisseurs. Redmond Barry trouve un rival redoutable, le viril capitaine John Quinn, lui-même plus poltron que réel combattant. Se sentant délaissé par sa coquette, parce que celle-ci n'a pas dansé avec lui, mais avec John Quinn, Redmond Barry jure qu'il donnera une correction à ce dernier. Et il apprend que Nora joue le même jeu avec John Quinn, qui est un meilleur parti. Oh, indeed. Are you then in the habit of giving intimate articles of your clothing to your parrot or lapdog? Mayn't I give a bit of ribbon to my own cousin? You're perfectly welcome, miss. As many yards as you like. Quand Redmond Barry apprend que le capitaine va se marier avec Nora, Redmond sème le trouble et il jette un verre à la tête de Quinn. Here is my toast, dear Captain John Quinn. How dare you behave like that in my house? Mrs. Brady, take the children out. Captain Quinn, my dear fellow, are you all right? Le duel aura lieu. Mais puisque tout le monde joue de ce registre, c'est un faux duel. Personne ne mourra. C'est du théâtre. 1, 2, 3. Kubrick ne cesse de démasquer les mensonges et les dissimulations dans les agissements des individus, tout en montrant qu'elles s'imbriquent au déroulement de l'histoire. Chaque scène est dénudée du moindre lieu commun. Croyant avoir tué John Quinn, le jeune Barry fuit à Dublin, à cheval, avant l'arrivée de la police avec 20 guinées en poche. Il quitte sa mère et part à l'aventure. Première désillusion, en route, il est dépouillé de son cheval, de ses guinées et de ses pistolets par le capitaine Finney, un truand distingué, mais un truand quand même. Décidément, Redmond Barry n'a pas la stature d'un héros. Il est dupé, volé, trahi. On se joue de lui. How do you do? I'm Captain Feeney. Captain Feeney. Captain Feeney at your service. The Captain Feeney. None other. May I introduce you to my son, Seamus? How do you do? How do you do? To whom have I the honor of speaking? Cette scène est symptomatique du traitement ironique de Kubrick. Bien loin de jouer la brutalité, elle est à l'égal d'une présentation dans un salon. Le capitaine Finney, distingué bandit de grand chemin, n'est pas là pour le servir, mais pour le dépouiller. Les présentations se poursuivent de bonne aloi jusqu'à ce que Redmond Barry soit dépouillé. Il ne gardera que ses bottes. Dans ce film qui montre l'envers du décor, indiquant tout le théâtre et la fausseté des apparences, les intentions cachées derrière une façade civilisée, le cinéaste révèle un aspect crucial. Les choses ne se passent pas du tout comme on a l'impression qu'elles se passent. Il en est de même dans l'histoire. Preuve que l'intérêt n'est pas de dérouler celle-ci selon les lieux communs et les clichés, mais de creuser les aspects insolites et incongrus, comme ici dans les dialogues. Well, well, well. You seem to be a very well set up young gentleman, sir. Redmond s'engage alors dans le régiment d'infanterie commandé par le lieutenant-général Charles Gale. Il n'est pas qu'un homme veule, il est aussi un vigoureux combattant, comme avec un soldat que Kubrick met en scène avec une caméra instable pour montrer l'éruption de la violence contredisant l'élaboration minutieuse des cadres tout au long du film. C'est le capitaine Grogan qui apprendra à Redmond que Nora est devenue Madame John Quinn. Le duel était un simulacre afin de se débarrasser du fougueux et vaniteux Redmond. Il a été dupé une nouvelle fois. Has something happened to Nora? She took on so about your going away.
that she was obliged to console herself with a husband. She is now Mrs. John Quinn. Mrs. John Quinn? Was there another John Quinn? No, the very same one, my boy. He recovered from his wound. The shot you hit him with was not likely to hurt him, for it was only made of tow. Tow? Do you think the Bradys would let you kill 1,500 a year out of the family? The plan of the duel was all arranged in order to get you out of the way. For the cowardly Quinn could never be brought to marry, from fear of you. But hit him you certainly did, my lad, with a fine, thick plugget of tow. The fellow was so frightened that he was an hour in coming to. Au cours d'une bataille de la guerre de 7 ans qui règne en Europe, Redmond Barry perd son ami, le capitaine Grogan, blessé à mort. Son émotion est sincère et touchante, indiquant que ce n'est pas un homme insensible. I've only 100 guineas left to give you, for I lost the rest at cards last night. Kiss me, my boy, for we'll never meet again. On retrouve un thème kubrickien présent tout au long de son œuvre. Le double mouvement de la sophistiquée pulsion de mort, à la fois rationnelle et mortifère. La guerre, rigoureusement quadrillée, disposée comme sur un échiquier, esthétiquement belle, mais désastreuse en mort. Ce qui rappelle la bataille dans Spartacus entre ce dernier et les Romains. Gentlemen may talk of the age of chivalry, but remember the ploughmen, poachers, and pickpockets whom they lead. It is with these sad instruments that your great warriors and kings have been doing their murderous work in the world. Le jeune Barry cherche à quitter l'armée anglaise. C'est grâce à une occasion singulière qu'il y parvient. Il surprend 2 soldats nus dans une rivière. L'un d'eux doit repartir à Brême pour apporter d'importantes dépêches au prince Henri. Redmond en profite pour voler le cheval de l'un d'eux et lui prendre son identité. Nouveau déguisement. It's times like this that I realize how much I care for you and how impossibly empty life would be without you. Ce déguisement s'exerce dans le domaine sentimental comme au début avec sa cousine. En désertant, Redmond rencontre une jeune femme, son mari étant parti à la guerre. Ils deviennent amants et une jolie pastorale amoureuse se dessine. À ce tableau passablement romantique, au moment de partir, ils se disent « Je t'aime ». Mais le narrateur, tel un Gustave Flaubert, rompt le charme. A lady who sets her heart upon a lad in uniform must prepare to change lovers pretty quickly, or her life will be but a sad one. This heart of Lycian's was like many a neighboring town, and had been stormed and occupied several times before Barry came to invest it. Kubrick indique ici toutes les illusions que les êtres humains se font les uns sur les autres en se représentant une réalité qui est en fait tout autre. Il dénude cette même illusion au cinéma par l'image elle-même. C'est au fond ce à quoi sert le cinéma et l'art. Kubrick ne cesse d'imbriquer ce double jeu individuel et historique. Se faisant passer pour le lieutenant Feckenham, Redmond rencontre le capitaine Potzdorff. Mais ce dernier le démasque et le met aux arrêts. Redmond
prétendait porter des dépêches à un général, mort depuis 10 mois. Il n'a pas de chance, Redmond. Il se méprend sur le monde, mais il ne trompe personne. Sergeant! Dieser Mann ist unter Arrest. Under arrest? Captain Pottsdorf, sir. I'm a British officer. You are a liar. You're an imposter. Redmond Barry se retrouve chez les Prussiens. Il acquiert sa première récompense en sauvant à la bataille d'Odorf le capitaine Pottsdorf, ce qui lui vaut pour récompense 2 Frédéric d'or. Corporal Barry. La guerre terminée, Redmond devient son bras droit. À celui qui a menti et usurpé l'identité, on lui demande d'être espion pour démasquer un autre espion. En effet, Pottsdorf a son oncle comme ministre de la police et il engage Redmond. Il va quitter l'armée, sera attaché à la police. Il doit espionner à Berlin un gentilhomme au service de l'impératrice d'Autriche, le chevalier de Bali-Bari. C'est un joueur professionnel, un libertin, amateur de femmes, de bonne chère. Comme il est d'origine irlandaise, Redmond est l'homme idéal pour enquêter sur lui. Redmond et le chevalier font connaissance. Rencontrant un compatriote, Redmond, ému, lui dévoile tout. Kubrick montre ainsi que cet homme est un être complexe, à la fois sentimental et émotif, qui saura aussi être cynique et jouer tous les rôles. Ist ihm nicht wohl? Sir, I have a confession to make to you. I'm an Irishman, and my name is Redmond Barry. I was abducted into the Prussian army 2 years ago, and now I've been put into your service by my Captain Pottsdorf and his uncle, the Minister of Police, to serve as a watch upon your actions and to give information to the same quarter. Redmond joue à l'agent double et rapporte les faits et gestes à Pottsdorf et au ministre de la police, en jouant donc double jeu. Comme le chevalier de Bali-Bari et Redmond trichent au jeu, au cours d'une partie, ils escroquent le prince de Tübingen, ami intime du grand Frédéric. Le prince se sent floué et décide de ne pas payer ses dettes de jeu, et incite le chevalier de Bali-Bari à le provoquer en duel. Tout le monde dissimule, triche, vole ou ment. Le mensonge est à la base de la vie sociale comme de la vie amoureuse. Voilà le moteur de l'histoire à travers la petite histoire. Comme il est impossible que le prince se batte, le chevalier sera reconduit à la frontière. Nouveau faux-semblant, le chevalier de Bali-Bari a déjà regagné la frontière, tandis que Redmond se fait passer pour lui. C'est alors que retentit la fatalité, par la musique, l'admirable trio opus 100 de Franz Schubert, qui va sceller le destin de Redmond Barry. "5 years in the army and some considerable experience of the world had by now dispelled any of those romantic notions regarding love with which Barry commenced life. And he began to have it in mind, as so many gentlemen had done before him, to marry a woman of fortune and condition. And, as such things so often happen, these thoughts closely coincided with his setting first sight upon a lady
who will henceforth play a considerable part in the drama of his life. The Countess of Linden, Viscountess Bullingdon of England, Baroness Castle Linden of the Kingdom of Ireland, a woman of vast wealth and great beauty. She was the wife of the Right Honourable Sir Charles Reginald Linden, Knight of the Bath, and Minister to George III at several of the smaller courts of Europe. A cripple wheeled about in a chair, worn out by gout and a myriad of diseases. Her ladyship's chaplain, Mr. Runt, acted in the capacity of tutor to her son, the little Viscount Bullingdon, a melancholy little boy, much attached to his mother. La fameuse scène aux bougies fut éclairée par 2 lustres à 70 bougies et filmée par un objectif 50 mm d'ouverture 0,7. Ce dispositif donne à la séquence une allure spectrale, comme si les personnages étaient des fantômes se donnant apparence humaine. Automates charnels dont le peu de vie qui les anime, à l'égal des bougies qui vont bientôt s'éteindre, ne leur sert qu'à jouer aux cartes et à gagner ou à perdre de l'argent. Longue agonie d'une classe rongée de l'intérieur, déjà morte et qui se croit encore vivante et en pleine santé. Sauf Lady Linden, qui vient se brûler au feu de l'amour en se trompant de cible. Pour son malheur. Ce n'est nullement un hasard si tout se joue à une table de jeu où Redmond conquiert Lady Linden, qui ne cesse de le regarder d'un regard si intense et si beau que l'on ne peut pas douter une seule seconde de sa sincérité. On comprend qu'elle tombe follement amoureuse, dignement, gravement, en silence. C'est là où Redmond commet sa plus grossière erreur. Ayant vécu dans la duplicité permanente, il joue à l'amoureux qu'il n'est pas avec une femme qu'il aime vraiment. Sa sincérité a laissé place à la dissimulation. L'érotisme devient jeu et le jeu devient vite compétition. Et la compétition devient lutte pour le pouvoir. Kubrick aurait réduit les dialogues de la comédienne pour en faire un personnage quasi muet. Choix judicieux qui montre bien à quel point son amour est authentique, lisible mais silencieux, tout intérieur, sans masque et sans théâtre. Il n'a pas besoin de mots. Il est l'émotion même, riche de son sentiment, à l'opposé de ceux qui l'entourent et qui dissimulent leur volonté par la parole. Mais l'amour de cette femme est tellement digne que dans une société théâtrale de subterfuges, de faux-semblants, elle ne peut qu'échouer. Barry Lyndon met clairement face à face un être mimétique et un être non mimétique, Redmond Barry et Lady Lyndon, comme une sorte de duel qui ne peut avoir lieu à l'opposé de ceux dans le film. On remarque que tous les mensonges, le théâtre, la dissimulation qui avait cours dans le film laissent place à quelque chose de réel et de concret, et de rare. Elle sort alors faire un tour, bientôt rejoint par Redmond. Dans un travelling latéral accompagné par le trio de Schubert qui rythme sa marche, Redmond rejoint Lady Lyndon comme un mouvement ascendant vers sa proie et vers une destinée tant désirée en même temps qu'elle sonne sa perte dans un même élan. Cette scène de retenue et de grâce, sans un seul mot, Redmond embrasse Lady Lyndon. Il est rare au cinéma qu'une scène d'amour se passe de paroles. Dans le roman, Redmond Barry poursuit de ses assiduités Lady Lyndon, qui résiste avant de succomber. Kubrick a modifié profondément l'intrigue et à plusieurs reprises.
Sir. La scène suivante s'ouvre sur Sir Charles Lyndon, à une table de jeu, alors que Redmond Barry lui rend visite. Ironie toute kubrickienne. Sir Charles Lyndon qui clamait qu'il survivrait à tous ceux qui voulaient prendre sa place, et voilà qu'il succombe. Le mensonge se poursuit. I'll get a search. Have some brandy, Sir Charles. Lady Lyndon est le personnage le plus humain du film, et sans doute celui où Stanley Kubrick est le plus proche. Murée dans son silence, ravalant ses humiliations, elle n'est pas mimétique, ne se venge pas, ne prendra jamais un amant. Et jusqu'à la fin, elle aime cet homme qu'elle n'aurait pas dû aimer. Elle est noble, de foi si l'on veut, de naissance et de cœur. Si elle aime, c'est son malheur, mais elle aime réellement. Elle n'a pas choisi Redmond Barry en fonction de sa classe. Elle ne peut sans doute pas se l'expliquer, mais elle aime et cela suffit seul à ses yeux. L'amour est son destin. Tant dans le roman que dans le film, Redmond Barry est un personnage infatué, un indécrottable vaniteux qui reporte sur autrui sa vilainie, sans se rendre compte du mal qu'il fait aux autres. Il utilise l'affection de Lady Lyndon pour lui soutirer de l'argent et la soumettre à ses folles dépenses. Juste après le mariage entre Redmond et Lady Lyndon, le petit Lord Bullingdon l'a tout de suite compris, comme il le dit au révérend. You should be happy that your mother has remarried. Not in this way. And not in such haste. And certainly not to this man. I think you judge your mother too harshly. Do you not like your new father? Not very much. He seems to me little more than a common opportunist. I don't think he loves my mother at all. And it hurts me very much to see her make such a fool of herself. Juste avant, Redmond, devenu Barry Lyndon pour peu de temps, se préoccupait peu de fumer à côté de sa femme, fortement incommodée. Mais quand elle lui demande d'arrêter, il ne trouve rien de mieux que de lui souffler de la fumée en plein visage. Redmond, would you mind not smoking for a while? Redmond? At the end of a year, her ladyship presented Barry with a son. Brian Patrick Lyndon, they called him. Dès lors, Barry va accumuler les erreurs du parvenu, mépriser sa femme devant les yeux de son fils, notamment quand ce dernier verra Barry embrasser une camériste, cristallisant toute la haine de Lord Bullingdon envers lui. Celle-ci ne fera que s'accentuer et lui coûtera cher un peu plus tard. Lâcheté sans égale de la part de Barry Lyndon alors que sa femme est un être sincère. Le raccord entre Barry se vautrant dans la débauche et Lady Lyndon avec ses deux enfants est d'une cruauté difficile à encaisser. Les cœurs, l'un par l'autre attirés, se communiquent leur substance. Tels deux miroirs ardents, l'un à l'autre opposés, concentrent la lumière et se la réfléchissent. Les rayons
tour à tour recueillis, divisés, en se multipliant s'accroissent, s'embellissent, et d'autant plus actifs qu'ils se sentent plus croisés, au même point se réunissent. Quel spectacle je vois sur un lit verdoyant, enrichi de la maille de maintes fleurs naissantes. Good morning, ladies. Good morning. Good morning, sir. Would you mind excusing us? I'd like a word alone with Lady Lyndon. Comme dans la scène du bain, où Barry s'excuse de sa conduite scandaleuse, Lady Lyndon est prête à tout par amour et par humilité. La main qu'elle lui tend et le baiser qu'elle lui donne en font foi. Le texte lu en français de Barnabé Farbian Durossois, intitulé « Les sens », chant 6e, est le rêve de Lady Lyndon, mais qu'elle n'atteindra jamais. Le moment critique est quand Barry corrige sévèrement Lord Bullingdon qui a refusé d'embrasser Barry. Barry en fait un rival redoutable, car Lord Bullingdon est issu des gènes de l'ex-mari de Lady Lyndon, d'autant que Barry a eu un fils entre-temps. Il renforce la haine de Lord Bullingdon envers lui dans sa volonté d'écarter ce rival exécré. Erreur manifeste, mais jalousie classique. Mais comme le lui dit sa mère, Barry n'a pas un sou à lui. Il n'a rien. Il doit avoir un titre, celui de Lord. Kubrick établit bien tant la stupidité et l'avidité des hommes que le calcul froid des femmes, notamment la mère de Barry, qui se révélera impitoyable quand elle renverra le révérend Runt et aura la maîtrise du domaine. Si la mère de Barry tient son fils sous sa coupe, Lord Bullingdon veut retrouver sa place auprès de sa propre mère. Tous les deux échoueront par trop d'amour et trop d'ambition. La machine s'emballe implacablement. Barry ruine la famille par son arrivisme afin d'obtenir un titre. Il méprise sa femme, suscite la haine de Lord Bullingdon et dès lors, tout va se retourner contre lui par manque de retenue et incapacité à aimer. Il doit donc donner réception, acheter tableaux, faire offrande, etc. pour complaire. Il grève considérablement la fortune de Lady Lyndon, en même temps que sa relation avec Lord Bullingdon au-delà du possible. Après que Lord Bullingdon a corrigé le petit Brian, Barry le fouette sévèrement, créant la colère de Lord Bullingdon, châtiment qui porte à son comble la haine du jeune homme envers son beau-père. L'impact trouve son exutoire quand, lors d'un concert, Lord Bullingdon crache à sa mère tous les griefs qu'il a sur le cœur envers ce parvenu d'Irlandais. Barry lui inflige une violente correction publique, d'autant plus maladroite qu'il ne possède pas les codes aristocratiques. Dès lors, on s'écarte de lui. Ses créanciers se pressent à sa porte. I have borne as long as mortal could endure the ill treatment of the insolent Irish upstart whom you have taken into your bed. It is not only the lowness of his birth and the general brutality of his manners which disgusts me, but the shameful nature of his conduct towards your ladyship, his brutal and ungentlemanlike behaviour, his open infidelity, his shameless robberies and swindling of my property and yours. And as I cannot personally chastise this low-bred ruffian, and as I cannot bear to witness his treatment of you, and loathe his horrible society as if it were the plague, I have decided to leave my home and never return, at least during his detested life, or during my own.
Il faudra que son fils meure pour que Barry comprenne ce qu'est la souffrance. Il souffre comme il a fait souffrir sa femme, mais il est trop tard. Et là encore, c'est par sa propre faute, étant donné qu'il n'a rien refusé à Brian. S'il a été un bon père, il ne lui a jamais appris à dire non. Inévitablement, ce dernier lui désobéira quand Barry lui demandera de ne pas voir le cheval avant son anniversaire et de ne pas le monter seul, épisode qui causera la mort du jeune Brian. Scène bouleversante quand on oppose la joie du petit Brian à une fête et celle où il agonise. Ironie féroce que de le voir implorer la réconciliation alors que les querelles ont causé indirectement sa mort. Papa, if I die, will I go to heaven? Of course you will, my darling. But you're not going to die. Mama, give me your hand. Papa, give me your hand. Will you both promise me something? Yes. Promise me never to quarrel so, but to love each other, so that we may meet again in heaven, where Bullingdon said quarrelsome people would never go. We promise. C'est bien le propre de la vanité que de nous aveugler sur les désastres que nous commettons alors qu'ils sont sous nos yeux. Yet shall he live, and whosoever liveth and believeth in me shall never die. I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth. And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God, whom I shall see for myself, and mine eyes shall behold, and not another. We brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Barry Lyndon se réfugie dans l'alcool. However, Lord Bullingdon, qui a tout de suite détecté la veulerie et l'arrivisme de Redmond Barry, en est le double. Maltraité par son beau-père, son ressentiment le transforme en clone de Barry, sans prendre en compte que ce dernier est accablé par le chagrin dû à la mort de son fils. Justement ce que ne fait pas Lady Lyndon. Elle évite l'engrenage mimétique au point qu'elle retourne sa violence contre elle-même, dans une tentative de suicide. Le ressentiment de Lord Bullingdon est bien compréhensible, mais tout aussi aveugle que l'arrivisme de Barry Lyndon. Ce ressentiment de Lord Bullingdon est illustré par son entrée en travelling arrière à un moment quand il va à la rencontre de Barry Lyndon pour le provoquer en duel. Entrée similaire à Alex dans Orange Mécanique, vêtu d'une façon semblable quand il pénètre dans le magasin de disques.
Dans cette scène de duel, nous avons deux doubles, l'un en face de l'autre, comme devant un miroir. Redevenu plus humble après la mort de son fils, Barry Lyndon tire à terre pour épargner Lord Bullingdon. Mais ce dernier ne va pas en rester là. Lord Bullingdon estime ne pas avoir obtenu satisfaction et blesse Barry Lyndon à la jambe dont il sera amputé. Motivé par le ressentiment et l'attachement à sa mère ainsi que la volonté de reconquérir le territoire usurpé par Barry, il n'a aucune considération pour le malheur de son beau-père qui vient de perdre son fils. Partie d'échecs redoutable où la vanité et la morgue se disputent la primeur. Haine de classe réciproque dont personne ne sort gagnant à la fin du compte. Kubrick ne prend pas parti pour telle ou telle classe. Il voit les hommes et les femmes à l'œuvre, quelles que soient leurs conditions. Ils fonctionnent de la même façon, taraudés par la jalousie, l'ambition, le désir de puissance et de notoriété. Cette surenchère ne peut que s'auto-alimenter d'elle-même et finir dans la violence, c'est-à-dire par l'engrenage mimétique des deux parties sans se rendre compte que chacune d'elles y a pris sa part, se copiant l'une l'autre au même modèle. À la fin, Barry Lyndon perd tout. Il retourne comme au début avec sa mère, il redevient Redmond Barry. But he appears to have resumed his former profession of a gambler without his former success. He never saw Lady Lyndon again. L'ironie de Kubrick est d'indiquer que cette reconquête par Lord Bullingdon du royaume et de sa mère est tout aussi dérisoire que vaine, puisque la révolution bourgeoise qui se prépare en coulisses va le mettre définitivement à terre, lui et sa caste, pour un plus grand contrôle encore. En dehors de cette lutte, les deux classes sociales tentent de garder ou de combattre une suprématie pour s'y substituer. Discours tragique, d'autant que ceux qui tentent d'échapper à cette impitoyable lutte sont écartés ou radicalement anéantis, même en leur sein. Ce siècle des Lumières, siècle dit de la rationalité et du déploiement faramineux de la technique qui s'annonce, échoue donc à endiguer la part d'ombre humaine tout en croyant la maîtriser d'une façon lumineuse. Film crépusculaire, Barry Lyndon est l'autre face de 2001, l'Odyssée de l'espace. Cette Odyssée de l'espace qui aboutit au meurtre suprême de l'humain par l'ordinateur HAL 9000, la rationalité même. Ce qui annonce le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, où la volonté d'organiser rationnellement le bonheur aboutit à un monde où les individus sont de moins en moins libres. Kubrick ne situe donc pas son film par hasard au XVIIIe siècle, qui cache en son sein, comme à toutes les autres époques, sa part de violence. Stanley Kubrick est le grand cinéaste sceptique et désenchanté de l'illusion humaine la plus forte, celle qui pense résoudre ou organiser le monde par des principes éclairés, généreux ou rationnels. Orange Mécanique était la critique féroce de cette volonté d'organiser la société en utilisant les mêmes méthodes qu'Alex, juste déguisées et légitimées derrière une caution scientifique. Kubrick indique bien que tout cela n'est que du théâtre, une mascarade cachant une lutte violente en arrière-plan. La dernière scène, d'une incroyable émotion, indique bien comment le piège s'est refermé sur Lady Lyndon, tenue sous la coupe de son fils, notamment quand ce dernier lui passe la traite destinée à son ex-mari et regarde sa mère en sentant qu'il est tout aussi cause de sa ruine et qu'elle lui échappe totalement.
L'air mélancolique de Lady Lyndon en dit long sur son amour raté et déchu, tout autant cruel que l'illusion a été forte. La musique de Schubert en souligne la tragédie. Seule Lady Lyndon n'a jamais joué, mais c'est elle qui perd tout. Ce ne sont pas les humbles qui font l'histoire, mais les vaniteux des deux clans qui rivalisent d'ambition pour conserver leur quête de territoire. Le film se clôt sur un carton ironique, tout kubrickien, pour se moquer de toute cette machinerie de classe et que l'égalité n'existe que dans la tombe, nullement dans la réalité. Évidemment, il aurait été plus sage que Raymond Barry accepte l'amour de Lady Lyndon et finisse tranquillement sa vie avec elle. Certes, s'il avait été moins vaniteux, il n'y avait pas de film. S'il existe, c'est parce que la nature humaine est ainsi, fatale.